Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vais essayer de tenir mon propos en une quinzaine à une vingtaine de minutes, si vous le permettez, pour être dans le même temps que les amis qui ont précédé. J'ai eu la chance, évidemment, en ce qui concerne le Maghreb, d'être, je dirais, aux premières loges quand il s'est agi de démarrer l'Union du Maghreb arabe et donc de participer à un nombre considérable de rencontres, de séjours dans l'ensemble des pays membres de l'Union du Maghreb arabe. Et j'ai entendu beaucoup de discours sur cette union et sur ce Maghreb. Le Maghreb, une utopie nécessaire, le Maghreb à la croisée des chemins, le Maghreb en devenir, penser le Maghreb, etc. Souvent sollicité dans les discours, le Maghreb a été finalement perçu et dans l'imaginaire collectif comme une nécessité, mais dans la réalité des faits, le Maghreb a été finalement fort peu mis en œuvre. Pourtant, des questions fondamentales interpellent le Maghreb depuis un certain temps et aujourd'hui plus que jamais. Le Maghreb, même improbable, je dirais, dans le court terme, hélas, n'est pas un vain mot ou une simple fantasmagorie. Nous allons scruter ces questions, si vous le permettez, de manière prospective, à la lumière des changements profonds que le monde dans son ensemble est appelé à connaître d'ici le milieu du siècle qui s'ébauche. Pardonnez-moi les redites, mais j'ai l'excuse de faire ces redites de ce côté-ci de la Méditerranée. Si la prospective est une démarche qui consiste à envisager tous les scénarios possibles avant d'expliquer en quoi et pourquoi tel ou tel est plus probable, l'exercice est évidemment problématique ici, au Maghreb, pour une raison qui peut-être ne surprendra pas tout le monde, mais qui est, me semble-t-il, sur laquelle il ne faut pas se voiler les yeux. C'est que pour dire tous les scénarios possibles, il faut pouvoir les dire. Or, il est certaines réalités que nous avons du mal à dire entre nous. Je crois que ça, c'est un point de départ nécessaire, parce qu'il n'y a pas de réflexion possible, stratégique possible, s'il n'y a pas une totale liberté de réflexion et d'imagination. Nous avons fait beaucoup de progrès, bien évidemment, et je m'en félicite, j'en félicite l'ensemble de nos compatriotes et notre pays en particulier, mais il est nécessaire parfois de se livrer à un exercice de franchise totale si on veut penser utilement et rationnellement. Nous allons tout de même nous limiter à deux scénarios possibles. Le premier, qui me paraît malheureusement hautement probable, est celui de l'exacerbation des conflits dans la région. Le deuxième, qui me paraît souhaitable, est celui d'une approche mesurée, rationnelle, réfléchie, paisible de la construction d'un ensemble uni, cohérent. Je vais le faire vu non pas du périscope d'un sous-marin, mais vu de sous mon figuier actuel, sous lequel je me trouve assez souvent. Pour cerner la pertinence de ces scénarios, il est indispensable de les inscrire dans le cadre des grandes évolutions qui caractérisent le monde, qui caractériseront le monde au cours des prochaines décennies, avant de scruter certaines frontières du réel et de conclure sur une note d'espérance. En réalité, le titre que j'ai donné à cette modeste intervention, c'est « Le Maghreb aux frontières du réel », parce qu'on est véritablement à cette lisière-là du questionnement. Le monde est en ébullition, je ne vais pas vous faire un discours, vous connaissez là-dessus, vous connaissez les problèmes, mais très rapidement. Si l'on met de côté le péril primordial dans ce monde en ébullition, qui est le péril que représentent les créations et les menaces que représentent les créations même des hommes, avec les risques de destruction de notre environnement et de notre planète qui existent, il en est trois qu'il me semble utile de relever et de rappeler. La première menace est dans l'ordre politique. Nous assistons, pour reprendre la formule d'Alvin Toffler, qui date déjà du début des années 90, à un changement de pouvoir, à des changements de pouvoir, power shift, dans lequel les nouveaux paradigmes qui gouvernent la société humaine sont en train d'être complètement transformés avec des redistributions à venir qu'il nous faut percevoir avec clarté. L'État national a-t-il encore un avenir et jusqu'à quel horizon? Cette question-là me semble être une question sur laquelle il faut
réfléchir. On assistera sûrement à bien des soubresauts avant que l'État national ne disparaisse. Mais d'ores et déjà, on peut tabler sur sa perte d'influence face à des assauts conjugués de grandes firmes que je ne dénonce pas du tout. C'est dans la logique normale du marché, des grandes firmes multinationales et malheureusement aussi des groupes mafieux qui représentent déjà aujourd'hui une part non négligeable du PNB mondial. Aujourd'hui, certaines entreprises ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui au PNB de bien des États. Et évidemment, le chiffre d'affaires de la criminalité représente, selon plusieurs estimations, aussi plusieurs points du PNB mondial. Cela ira en s'accentuant. Les tentatives d'imposer une gouvernance mondiale ne manqueront pas, mais on peut douter de la faisabilité prochaine d'une telle perspective dont les crispations, les habitudes et les intérêts sont contradictoires et parfois irréductibles. Dans ce contexte, deux problèmes majeurs d'ampleur considérable menacent, celui de la dissémination des armes nucléaires et celui du réchauffement climatique. Je crois que sur le réchauffement climatique, on a entendu beaucoup de choses et effectivement, aujourd'hui, il y a une convergence du point de vue de la plupart des spécialistes sur l'acuité de la menace, sur la question des armes nucléaires, si on met de côté les manipulations et autres, entreprises politiciennes, ou en tout cas avec des visées sur lesquelles on peut méditer. J'ai relevé dans un article récent écrit dans un appel plus exactement, par Henry Kissinger, Sam Nunn, William Perry et George Shultz, cette phrase qui me semble extrêmement inquiétante, intéressante en tout cas. Les États-Unis, disent-ils, doivent prendre l'initiative d'une négociation globale pour dénucléariser la planète. L'arme nucléaire représente aujourd'hui une menace considérable, mais offre aussi une chance historique. Il revient à la puissance américaine de faire entrer le monde dans une nouvelle ère, celle d'un consensus solide en faveur de la fin du recours mondial à l'arme nucléaire qui permet d'éviter sa prolifération aux mains d'acteurs potentiellement dangereux pour qu'au bout du compte, le nucléaire cesse d'être une menace pour la planète. Et ils ajoutent bien évidemment que les États-Unis doivent commencer par donner l'exemple. Il me semble qu'il est extrêmement intéressant de méditer cet appel fait par des gens qui sont des gens de l'art, si je puis dire. Dans l'ordre économique, deuxième menace, la pauvreté et les exclusions qui touchent des milliards d'hommes partout dessinent une carte du monde lourde de perturbations actuelles et à venir qui impacteront l'ensemble de la planète en dépit des barrières électroniques et des murailles de pierre et de fer que l'on élève pour protéger un certain nombre de pays, et essentiellement les lentilles, à l'intérieur de certains pays et entre les frontières nationales. Une chance possible pour faire face réside dans la convergence de deux facteurs intéressants qui pourraient contribuer à gérer au mieux la situation. La diffusion du savoir grâce en soit rendue aux technologies de l'information d'un côté et à une société civile émergente et responsable qui se renforce et entend peser de plus en plus sur le cours des choses de l'autre côté. Enfin, troisième point, c'est sur le plan des valeurs, dans l'ordre des valeurs, crispation identitaire, croissance massive et précipitée des agglomérations urbaines, rigidité sociale et ignorance sous sa forme la plus obtuse dont la scolarisation et les diplômes ne protègent pas toujours, sont les faces obscures de cette menace aujourd'hui plus pressante que jamais. On a beau jeu, notamment des esprits éclairés, je demande mille excuses à mon voisin de gauche, de jeter aux gémonies le choc des civilisations comme étant une illusion, voire une dérive intellectuelle d'esprits mal intentionnés. Il n'y a pire aveugle, me semble-t-il, que celui qui ne veut pas voir. Les crispations identitaires n'ont jamais été aussi revendiquées qu'aujourd'hui, ouvrant un chapitre que l'on croyait en train d'être fermé. Grâce au progrès de l'éducation à travers le monde, le chapitre des conflits interreligieux et interethniques. Partout se donne à voir le spectacle tragique d'identités exacerbées qui s'affrontent et de cultures qui rejettent leurs valeurs réciproques. Ce qui se passe en Irak ou à la Corne de l'Afrique, que le jeu trouble des puissances favorise, n'est que le versant éponyme, visible, de positions et préjugés irréductibles. Les différences d'opinion ont coûté des millions de vies. Par exemple, est-ce que la chair est du pain ou le pain de la chair? Est-ce que le jus de certaines baies est du sang ou du vin? Est-ce un vice ou une vertu que de siffler?
Doit-on baiser tel morceau de bois ou le jeter au feu? Quelle couleur convient le mieux à tel vêtement, le noir, le blanc, le rouge ou le gris? Doit-il être long ou court, étroit ou large, sale ou propre? Et quantité de questions de ce genre. Or, jamais une guerre n'est aussi acharnée et sanglante, jamais elle ne dure si longtemps que lorsqu'elle a éclaté à propos d'une différence d'opinion portant le plus souvent sur des bêtises. Jonathan Swift le moquait ainsi il y a près de trois siècles. Un autre aspect gros de risque majeur est la croissance sauvage et rapide des villes, sur lesquelles je passerai rapidement, sachant simplement, attirant l'attention sur le fait que nous allons basculer d'un monde dans lequel il y a à peu près 50% plus ou moins de la population mondiale qui est dans les villes, à, dans les 20-30 prochaines années, à 70%. Le Maroc n'échappant pas, le Maghreb n'échappant pas à cette logique. Pourtant, dans ce ciel chargé, une fenêtre toujours ouverte, petite par la taille mais immense par la perspective, la poésie, la musique, le jeu, toutes les manifestations du génie humain dans sa quête interminable du beau, du bon et du sens dont il ne faut jamais désespérer, mais sans doute sommes-nous là, déjà aux frontières du réel. Alors, ces frontières du réel, en ce qui concerne le Maghreb, excusez-moi d'avoir été lent dans ce propos introductif, mais il me semblait nécessaire de pointer du doigt, vu de cette perspective-là qui est la nôtre au Maghreb, des problèmes qu'il me semble important de prendre comme étant nos problèmes et que nous appelons nos amis de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté, l'autre côté tout simplement, à prendre également comme leurs problèmes. Dans ces frontières du réel, quatre points fondamentaux nous intéressent ici. Les territoires, les pouvoirs, les richesses et les valeurs. Les territoires. La question territoriale est au cœur de préoccupations des pays maghrébins depuis les premières années de leur indépendance. On peut dire qu'elle a constitué l'alpha et l'oméga de tout débat, de toute option, de toute négociation, et qu'elle a malheureusement obéré toute construction durable d'un ensemble cohérent en Afrique du Nord. Il est vrai que l'espace géographique est partout l'objet de disputes que rien ne semble permettre de résoudre, ni les projets de règlement pacifique, ni les armes, ni le temps. Du Moyen-Orient compliqué au Darfour, en passant par les Balkans, l'Irak et l'Afghanistan, chacun s'évertue à se dire héritier légitime de lointaines et improbables racines et refuse d'entendre autre chose que sa propre raison. Traversons les continents et les temps. Demain, la Chine et l'Inde, immenses par l'espace qu'elles occupent et par leurs populations nombreuses et bigarrées, de quels conflits internes sont-elles grosses et quand éclateront-ils, attisés par quelques esprits exaltés ou par quelques intérêts exacerbés. Ainsi, à l'intérieur de chaque espace national, même le moins contesté et le moins sujet à des influences centripètes, s'affirment avec de plus en plus de force les particularismes et les tendances indépendantistes, souvent entretenues par des puissances tout à coup attachées à des principes qu'elles sont les premières à fouler aux pieds quand il s'agit de leurs affaires internes et de leur propre population. Le cas des régions sahariennes, pour nous, représente l'archétype de ce genre de problème, abcès de fixation des antagonismes et frein majeur depuis plus de 30 ans à toute avancée sur le front de l'intégration maghrébine. Outre les effets négatifs de ces problèmes, à tout point de vue, les capacités de coopération et de négociation avec l'Europe s'en trouvent considérablement limitées et empêchent d'exploiter les potentialités innombrables qui existent en termes de défense concertée des intérêts des populations, en termes de démarches communes pour le développement et en termes d'influence. Cet état de choses perdurera aussi longtemps qu'une solution n'est pas trouvée. On peut légitimement penser qu'à défaut d'une telle solution, qui paraît hélas fort peu proche, chacun des pays du Maghreb poursuivra sa route solitaire, peu productive, et toute la région continuera à contribuer aux tensions qui, de par le monde, préparent le terrain à des lendemains chargés de bruit et de fureur. Les pouvoirs, de la même façon, partout les pouvoirs seront interpellés au centre de conflit dont on voit mal comment ils pourraient être réduits sans à-coup. Les tensions autour de cette question épineuse dans toute société, dans la nôtre comme dans les autres sociétés maghrébines, vont se poursuivre durablement, balançant entre des discours riches en langue de bois et éloignés d'un exercice participatif et démocratique du pouvoir, où s'émousse forcément la crédibilité des élites dirigeantes, gouvernantes, et partant l'efficacité durable de leur action dans la gestion des affaires publiques. Des groupes démagogiques extrémistes investiront de plus en plus le champ politique et trouveront des oreilles attentives auprès de populations frustrées qu'ils flatteront à souhait en jouant sur ces frustrations et sur les pires crispations identitaires. Ici, du reste, le sentiment unitaire au Maghreb, vivace malgré toutes les déconvenues,
risque d'être déjà mobilisé par les tenants du rêve illusoire d'une communauté confessionnelle introuvable, fondée sur l'exclusion de qui n'en est pas ou qui ne veut pas en être membre. D'autant plus facilement que si ventre creux n'a pas d'oreille pour le langage de la patience et de la sagesse, il en a pour ceux qui promettent des lendemains qui chantent. Le refus légitime d'un tel scénario par une partie dynamique de la population entraînera fatalement des conflits et des confrontations dont on ne peut prédire l'issue. Troisième point, les richesses. Un fait d'importance réside dans la poursuite des politiques économiques détachées de toute préoccupation d'intégration régionale qui limite la productivité et l'efficacité collective en ne permettant pas de jouer sur la dimension d'un grand marché régional, sur des infrastructures complémentaires et sur des apports de richesses réciproques qui multiplient leurs effets en s'additionnant. Le potentiel des richesses humaines, énergétiques, agricoles, touristiques et culturelles est nécessairement sous-utilisé, aussi longtemps que ces richesses ne sont pas mobilisées de façon complémentaire et harmonieuse. Quelques surplus fugitifs liés à des conjonctures spécifiques ne peuvent cacher la forêt des difficultés à venir dans un monde où la concurrence sera de plus en plus rude. Aucune école résolument maghrébine, par exemple, n'existe pour l'heure, ni n'est susceptible de voir le jour à brève échéance. Aucune harmonisation des systèmes d'éducation et des diplômes, aucun centre de recherche commun digne de ce nom, alors que la clé du développement et de la croissance et que la vraie richesse résideront de plus en plus dans l'innovation et dans la maîtrise de savoirs mutants. Enfin, les valeurs. Au demeurant, quelques valeurs prévaudront. Quelles valeurs prévaudront ? Il est fort probable que le Maghreb, dans son ensemble, sera de plus en plus tiraillé entre des attractions contradictoires, déterminées par des systèmes de valeurs exclusifs auxquels les uns ou les autres voudront s'accrocher. Européens de par sa proximité géographique, musulmans de par sa religion, arabo-berbères de par ses racines, tout à la fois africain et méditerranéen, le Maghreb contient des choses magnifiques, mais également les ferments dangereux de bien des clivages. Il faudrait beaucoup de sagesse et de chance pour qu'elle ne donne pas lieu, dans un avenir pas trop lointain, à de soudaines et tragiques dérives. C'est autour de ces questions que s'articulent, à mon sens, les interrogations majeures relatives au destin du Maghreb, et en tant qu'ensemble théoriquement possible. Dans un environnement mondial et régional chargé d'inconnus et d'interrogations, cependant, les problèmes ici soulignés ne doivent pas conduire à la démission, car le pire n'est jamais sûr. Et puis, il n'y a pas d'autre alternative. Et il n'y a rien à perdre à parier sur l'intelligence dans l'espoir qu'elle prévale enfin. Et j'en arrive à mon troisième point et le dernier. Le pire donc n'est jamais sûr. Contre le nationalisme chauvin, faisons le pari de l'intelligence territoriale. Contre les dérives politiciennes, le pari de la démocratie. Contre l'accaparement des richesses au profit d'un petit nombre, le pari de la justice sociale. Contre les crispations identitaires, le pari de la tolérance et de l'ouverture. Quelques pistes pour éviter le pire au Maghreb. L'intelligence territoriale, l'aspiration légitime à la reconnaissance de la spécificité des cultures locales et la demande de participation et d'autonomie des populations et de leurs élites doit être utilisée comme levier de développement et de progrès. Au Maghreb dans son ensemble, une politique de décentralisation adaptée et réelle doit jouer de manière totalement assumée pour donner à chaque région, à toutes les régions, présentant un degré suffisant d'homogénéité historique et culturelle, toute l'autonomie qu'il faut pour que les énergies et les forces à l'œuvre dans ces espaces soient mobilisées au profit des habitants concernés, tout en veillant à ce qu'elles aient des retombées positives et qu'elles produisent des effets d'entraînement sur le reste du territoire national. L'affaire n'est pas aisée, tant il faut vaincre d'obstacles à la fois politiques et psychologiques pour se débarrasser des discours conventionnels et de la langue de bois traditionnelle. Les initiatives prises par le Maroc par sa voie la plus autorisée, celle du souverain, avec la création du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes et les recommandations de cet organe de concertation des provinces sahariennes, devraient aboutir à des propositions concrètes en termes de décentralisation avancée et d'autonomie, ouvrant ainsi des perspectives potentiellement intéressantes en matière d'intelligence territoriale pour assurer le développement économique et social, la stabilité, la paix et la plus large participation des citoyens à la gestion de leurs propres affaires, pourvu que la communauté internationale soutienne un tel plan et que le voisin algérien n'y mette pas d'obstacles insurmontables. Sans entrer dans des considérations plus détaillées au demeurant précoces, la même démarche devrait prévaloir partout au Maghreb afin que se dissolvent dans les autonomies librement consenties les crispations chauvines et les égoïsmes nationaux.
Il sera alors possible de construire le Maghreb sur la base d'un territoire où les frontières nationales n'auraient plus l'importance cruciale qu'elles ont aujourd'hui. Parallèlement s'ouvrira ainsi le chapitre encore clos, malgré les quelques avancées réalisées, d'une coopération avec l'Europe basée sur des intérêts réciproques bien compris. On peut même espérer que, ce faisant, une communauté euro-méditerranéenne voit le jour qui donnerait par ricochet enfin à l'Europe du Sud plus de poids et qui, par extension, ferait de l'Europe dans son ensemble, en partenariat avec toute la zone méditerranéenne, un acteur mondial réel et de premier plan, avec une libre circulation des personnes, bien évidemment, à mon avis. De la démocratie au Maghreb, j'en ai bientôt fini, j'ai le sentiment d'avoir été un peu lent, mais j'aimerais terminer si vous le permettez. Donc, deuxième aspect de la démocratie au Maghreb. Le pari de la démocratie n'est jamais gagné d'avance ni définitivement. Outre le fait que toute avancée, toute ouverture se heurte automatiquement à un paradoxe majeur, plus l'ouverture est grande, plus la contestation du système politique est également grande, fragilisant du même coup le processus et conduisant soit à des reculs, soit à des manipulations en tout genre. C'est au moment où il commence à se réformer que les régimes les plus sclérosés risquent de s'écrouler, disait Alexis de Tocqueville au XIXe siècle. Pourtant, si de tous les systèmes la démocratie est le moins mauvais, comment décliner les modalités tout en préservant des institutions et des structures qui, pour être nécessaires aujourd'hui dans certains cas, n'en posent pas moins des questions aiguës en termes d'adaptation et de modernisation à plus ou moins brève échéance. Sans parler des habitudes d'exercice solitaire effectif du pouvoir contre lesquelles tout effort de modernisation bute nécessairement. Le problème est crucial au niveau de chaque pays, il l'est davantage dans l'ensemble maghrébin. Il est toutefois clair que la construction du Maghreb n'est envisageable un jour que dans la mesure où des mécanismes et des modalités démocratiques gouvernent les différents pays d'Afrique du Nord. Dans cette perspective, il est vital que chacun des pays, tout en poursuivant des efforts internes en matière de participation des citoyens à la gestion des affaires qui les concernent, au point de départ de toute démarche de démocratisation, œuvre à développer la culture démocratique à travers les écoles, les médias et l'acceptation que le décideur final en tout, ce soit le peuple souverain. C'est là l'objectif à atteindre en ce domaine dans les lustres qui se profilent. Utopie, je ne sais. Mais nécessité de donner une chance au Maghreb de se faire et impératif de survie pour chacun, je le crois bien. Enfin, plus de justice. La justice est affaire d'économie, autant qu'elle est affaire de droit et d'éthique. C'est dire que pour y arriver, la croissance en est une condition importante, principe vieux comme le monde. Plus les richesses sont disponibles, plus la répartition des fruits de la croissance est possible. La question est de savoir comment produire suffisamment de richesses dans un contexte où, depuis les indépendances, on n'a assisté dans aucun pays du Maghreb à une croissance forte et durable. Les années de crue relative et de décrue se suivent et se ressemblent. Pourtant, les potentialités sont considérables. Y aurait-il quelque fatalité dans ce destin? Sûrement pas, mais peut-être l'absence d'une utilisation coordonnée, homogène et complémentaire des ressources disponibles dans la région. Chacun des pays dispose de ressources non négligeables avec une population jeune, une nature belle et attachante, des infrastructures en cours d'amélioration et pour certains de l'énergie à profusion. J'avais 3 ingrédients pour cela, pour être concret, à avancer, étant donné les limites de temps, et qu'on me fait signe, je m'abstiendrai de les avancer immédiatement, sauf peut-être la création d'une véritable école maghrébine commune qui servirait précisément de locomotive à la création d'un esprit maghrébin commun. Il se joue une partie d'échecs formidable et extraordinaire aujourd'hui. Il s'agit pour nous de ne plus être des pions, mais de gagner la partie d'échecs. Je vous remercie, mesdames et messieurs.